Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je laisse quelques instants pour que les gens puissent rentrer dans le rendez-vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, visiblement. Toujours important de vérifier. Ok. Merci Gaël. Merci de me confirmer qu'on s'entend bien. Écoutez, on va tranquillement démarrer pour cette conférence dans laquelle on va parler d'un sujet qui pour moi est d'actualité puisque on est à la veille des vacances, peut-être même que pour certains d'entre vous c'est déjà le cas, et que c'est donc une occasion de parler des rythmes, de parler des rites d'équipe, et comme on parle de coaching d'équipe ici, de proposer un petit détour un peu décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur cette notion-là, et comment on peut s'inspirer de ce qui se passe dans la nature, dans les énergies, et puis aussi de ce que les sportifs de haut niveau peuvent nous suggérer pour alimenter et perfectionner notre pratique du coaching d'équipe. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut tenir compte des cycles et des rythmes dans le coaching d'équipe, sachant que voilà une photo qui montre a priori le même arbre. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit le même arbre, mais a priori ça devrait être le même. Je pense que la photo de l'été semble être un arbre différent quand même. En tout cas, voilà, une évolution de la nature très marquée dans nos latitudes en plus, hein. Du coup, il paraît relativement important de tenir compte du temps. Le jour, c'est pas la nuit, l'hiver, c'est pas comme l'été, et si on va un peu plus loin, un quartier de lune montant, c'est pas la même chose qu'un quartier de lune décroissant. Et c'est du bon sens, on enfonce des portes ouvertes, mais pour semer des graines, c'est quand même mieux au printemps qu'en hiver. Et pour récolter, c'est mieux, en tout cas sous nos latitudes, en août qu'au mois de mars. Et c'est assez curieux parce que on pourrait se demander pourquoi nous avons oublié cette évidence. Pourquoi tous ceux qui sont en contact avec la nature savent que l'année n'est pas linéaire, et les sportifs de haut niveau le savent aussi, puisqu'ils préparent leur programme d'entraînement et de course dans l'année en fonction des périodes. On ne va pas s'entraîner de la même façon quand il fait 35 degrés dehors que quand il fait moins 10. On ne va pas s'entraîner de la même façon en fonction de son calendrier de course. Les calendriers de course aussi sont différents d'une saison à l'autre. Les courses sont différentes d'une saison à l'autre. Alors, je parle de courses, mais ça peut être aussi des matchs, hein, c'est pareil. Et donc, du coup, on peut se demander pourquoi, dans l'entreprise, dans les organisations, on a un peu oublié cette évidence. Alors, vous allez me dire quel rapport avec le coaching d'équipe? Eh bien, le rapport, c'est que dans les entreprises, les horaires sont les mêmes toute l'année. Je ne connais pas d'entreprise dans lesquelles les horaires diffèrent. Je sais que pour avoir travaillé dans l'industrie, on va adapter à la marge les horaires quand il fait extrêmement chaud, pour tenir compte du fait que les gens sont plus vite fatigués, qu'il y a besoin de plus de pauses et de s'hydrater. Mais a priori, les horaires sont globalement les mêmes toute l'année. On est désormais toujours à fond. Je connais pratiquement plus aucune entreprise dans laquelle aujourd'hui on travaille des rythmes et des saisonnalités sur l'énergie collective. Et puis on cale les phases importantes de travail de l'année en fonction, je pousse un peu la caricature, mais en fonction des besoins de reporting financier, beaucoup plus qu'en fonction de tout autre critère, et notamment de critères de saisonnalité dont on va parler juste après. Pour autant, le coaching d'équipe peut, et peut-être même doit, jouer un rôle sur ce sujet, puisque finalement nous sommes là pour accompagner les équipes, comme un coach sportif
accompagne une équipe de sport ou un sportif à se préparer et à devenir performant et à réussir les challenges qu'il s'est fixés. Il faut donc accompagner les équipes à travailler sur les bons sujets au bon moment. Et ça, je pense qu'on peut avoir un vrai rôle d'influence sur ce sujet-là. On y reviendra. Et puis, le deuxième sujet qu'on traitera, c'est aussi de les aider à respecter les rythmes nécessaires à une performance durable. Aujourd'hui, on se rend compte que pas mal d'entreprises s'étonnent que les jeunes repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, sans pour autant se poser les bonnes questions sur les raisons, sur les causes qui produisent ce genre de phénomène, au-delà d'un phénomène de société qui, de toute façon, est que l'engagement n'est plus le même que celui qu'il était il y a quelques années. Il est ni meilleur, ni moins bon, il est juste différent. Donc, voilà, on va parler de ces deux notions, d'accompagner à travailler sur les bons sujets au bon moment et d'aider à respecter les rythmes nécessaires à la performance durable. Si je revenais sur la roue de l'année, que j'ai présentée en 2 secondes, et c'était pour y revenir bien plus longuement ici. Là, vous avez en rouge tous les changements de saison, le 21 mars, puis le 21 juin, puis le 21 septembre, puis le 21 décembre, on le sait, on le connaît bien. Et puis, vous avez en vert les dates intermédiaires, le 5 mai, le 5 août, le 5-11, le 5 novembre, pardon, et le 5 février. Donc là, rien de bien sorcier, c'est issu de notre calendrier. Et dans l'hémisphère nord, et notamment sous nos latitudes, les saisons sont encore très marquées malgré le réchauffement climatique. Ces périodes correspondent vraiment à des moments d'énergie qui montent et qui descendent assez fort. Une autre façon de regarder ce courbe, c'est de se dire qu'entre le 5 février et le 5 mai, en fait, il y a une accélération de la montée du jour. Ensuite, entre le 5 mai et le 5 août, il va y avoir à nouveau, jusqu'au 21 juin, une petite augmentation de la journée, et puis après, ça va commencer à diminuer, mais c'est très faible. En fait, il y a quasiment stabilité, si on peut le regarder ainsi. Et puis ensuite, il va y avoir une accélération au contraire de la descente du jour, et donc de la montée de la nuit, entre le 5 août et le 5 novembre. À partir du 5 août, effectivement, il y a une accélération. Et chaque jour, on va perdre quelques minutes de plus en plus nombreuses de jours. Et ensuite, on va à nouveau avoir une période relativement stable entre le 5 novembre et le 5 février, où les jours continuent à descendre jusqu'au 21 décembre, mais beaucoup moins, et commencent à monter, mais beaucoup moins, jusqu'au 5 février. Donc il y a aussi ces moments d'accélération, donc 2 périodes dans l'année, et notamment cette période qui est particulièrement importante, du 5 février au 5 mai, en passant par le 21 mars, qui est une période dans laquelle il faut capitaliser parce que l'énergie est montante. Et donc, il paraît quand même logique d'utiliser cette période pour aller travailler sur les rituels de l'année qui prennent beaucoup d'énergie, et puis de plutôt profiter de la fin de l'année pour travailler sur la réflexion de fond, sur le bilan, mais on va y revenir étape par étape. Alors, qu'est-ce que ça dit? Par exemple, entre le fin décembre et le 5 février, c'est une période qui est un temps de concentration, qui est un temps de calme. On commence à avoir le début d'une énergie montante, mais elle est encore à ses prémices. Et c'est l'occasion de se poser pour se former, pour étudier, pour anticiper, pour faire les budgets, pour planifier. C'est cette période où on est un peu cocooning, on a passé la fin de l'année, donc on est dans le début de l'année, donc on a une énergie qui commence à remonter, mais c'est pas encore un trop plein d'énergie, il fait froid dehors, et donc c'est un bon moment pour, au coin du feu, prendre des vrais moments de réflexion de fond qui permettent de planifier son année, de calculer ses budgets et d'anticiper tout en se formant soi-même. Voilà, par exemple. Ensuite, si je poursuis la roue de l'année, bien entre le 5 février et le 21 mars, ça pourrait être un moment où on aide nos clients, les entreprises, c'est idéal, pour travailler sur les lancements des plans d'action, sur la mise en place des indicateurs, sur le kick-off des nouveaux projets. C'est une période dans laquelle il est bon de lancer les choses, parce que là, pour le coup, il y a une vraie énergie montante forte, et donc c'est l'occasion ou jamais d'appuyer sur l'accélérateur de l'énergie qu'on consomme, parce que les équipes en ont, et que effectivement, à partir du moment où elles en ont, autant profiter de ce moment-là pour lancer les choses.
si je continue la route de l'année, il serait, je dis bien il serait, hein, profitable d'accompagner les équipes sur la créativité, sur l'innovation, sur les learning expeditions, sur tout ce qui en fait est sur le benchmark, sur tout ce qui permet de s'ouvrir, puisqu'on est dans la période où la nature va s'ouvrir, où la nature éclate hein, dans cette période-là. Pardon. Je vais sans doute tousser un peu, j'étais malade comme un chien tout le week-end. Désolé pour les cannes de tout. Et donc, c'est une belle occasion d'explorer, de tester, de faire pousser. C'est la période où on fait des semis, et les semis, c'est magnifique. Hein, on plante la petite graine et puis ils commencent à sortir. Mais pour l'instant, on ne les met pas encore dehors, hein, parce que c'est trop tôt pour les mettre dehors, parce qu'il peut y avoir encore des gelées, etc. Je vais aller chercher un verre d'eau. Excusez-moi. Excusez-moi, j'aurais dû prendre mes précautions en sachant que ça allait certainement arriver. Voilà. Donc, du coup, c'est une belle période pour commencer à planter les graines, à faire des tests et à s'ouvrir à ce qui peut se faire à l'extérieur. Puis, on rentre dans la période là vraiment où il commence à faire chaud, où on peut exposer les choses, où on peut commencer à aller à chercher les réussites, les fiertés, les félicitations, faire des ad vitam, commencer à vraiment aller chercher ce qui fait la fierté de l'équipe, aller chercher les résultats collectifs et capitaliser sur tout ce qu'on a lancé à partir du 21 mars et être dans une période, quand je dis ad vitam, c'est quelque chose qu'on partage aussi de temps en temps dans les conférences, c'est vraiment modéliser la réussite, prendre le temps de modéliser ce qui a permis d'en arriver là où on en est arrivé. Et puis ensuite, on va rentrer dans une période où on est juste avant les vacances, en principe. Et c'est une période qui pourrait être une belle période de phase relationnelle, festive, où on remet l'humain au cœur de la performance. C'est peut-être l'époque d'aller faire des team building, c'est peut-être l'époque d'aller faire des bilans de fonctionnement, de vraiment se centrer sur ce qui fait l'équipe, les valeurs, l'appartenance, le lien. Et c'est des moments idéaux pour travailler sur ces notions-là dans la torpeur de l'été qui commence à s'installer. Et puis, c'est idéal d'aller faire ça au vert, en dehors des grandes villes, et de vraiment profiter de cette belle période juste avant de faire une coupure et partir se reposer un petit peu. Voilà, et puis je continue la route de l'année. Eh bien, on pourrait penser que le retour des vacances est une excellente façon de tirer des leçons, de faire le point, de faire le bilan, de faire la maintenance, de réviser tout ce qui doit être révisé, de nettoyer, de jeter, de faire le grand rangement dont on a besoin avant de repartir dans un cycle que nous, on va assimiler à un cycle annuel, puisque souvent, en fait, on est resté sur cette notion scolaire. Hein, on rentre au mois de septembre et puis notre année scolaire va nous amener jusqu'à la fin du mois de juin. Et c'est vrai que c'est une belle période pour s'installer, poser ses crayons à la bonne place, ranger son bureau et se préparer à attaquer son année. Et puis enfin, non, pas enfin, il reste deux petites périodes. Vous avez la période où là, l'énergie commence à baisser assez fortement. Donc c'est la fin des cycles, c'est la transformation. C'est le moment de peut-être fermer les projets, de réorganiser les choses, de tourner des pages, de faire des promotions, d'intégrer des nouveaux, de partager les territoires. Enfin, c'est l'occasion de poser les cartes, de ranger le matériel, si on est montagnard, et puis de commencer ensuite à travailler sur ce moment beaucoup plus introspectif qui est propice au recentrage, aux élans intérieurs, et qui est idéal pour travailler sur la vision, sur les objectifs, la projection, les vœux, les engagements, les résolutions. Voilà. Alors évidemment, cette vision que je vous présente, elle est idéale et il est évident que certaines organisations ont une saisonnalité qui est différente de ce cycle.
Moi, j'ai travaillé dans la blanchisserie industrielle. En blanchisserie industrielle, quand on était, comme moi, sur la côte atlantique, eh bien, il y avait une vraie saison haute pendant l'été. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la saison pendant laquelle on allait se reposer, c'était au contraire la saison pendant laquelle on avait le plus d'activité. Et là, on n'y peut absolument rien. Je travaille beaucoup avec le retail. Dans le retail, il est évident qu'avant Noël, c'est une période d'activité extrêmement forte aussi, et qu'on n'y peut rien, c'est comme ça, et on va faire 50, on va jouer 50% de son chiffre d'affaires sur la fin de l'année, et que dans ces cas-là, on se doit d'être à fond pendant cette période de fin d'année. Mais alors, mis à part ces cas qui sont pas si anodins que ça, hein, pour les autres entreprises où il n'y a pas cette saisonnalité, eh bien, moi, je vous propose, en tant que coach d'équipe, d'essayer de jouer avec ces énergies-là et pour moi, ce qui est important dans ce sujet, c'est de se dire, quand j'ai appris mon métier il y a 15 ans, on apprenait surtout à faire des séminaires d'équipe. On faisait un séminaire de 2 jours, de 3 jours, et en fait, c'était ça le coaching d'équipe. Aujourd'hui, pour moi, le coaching d'équipe, c'est pas du tout ça. Le coaching d'équipe, c'est vraiment d'accompagner une équipe dans la durée. Et donc, c'est de peut-être l'amener à réfléchir à ces notions de saisonnalité et de lui dire, mettez l'énergie, traitez les sujets en fonction de l'énergie de vos équipes, et l'énergie de vos équipes, elle est très liée à l'énergie de la nature, des saisons, du froid et du chaud, de la nuit et du jour, etc., etc. Et donc, je vous avouerai très sincèrement hein, que aucune des équipes avec lesquelles je travaille suit parfaitement le calendrier que je vous ai marqué, mais qu'en même temps, proposer en fonction du calendrier possible pour faire du coaching d'équipe avec eux, d'aller travailler les sujets au bon moment, bah, ça a vraiment des vertus d'alignement, et on sait qu'en coaching, l'alignement, c'est super important. Voilà. Alors, si par contre vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a ces notions de saisonnalité, parce qu'il y a ces notions de contexte très spécifique, alors au moins, c'est pas exclusif, hein, on peut faire les deux, mais au moins c'est de respecter les rythmes et les énergies. On ne peut pas être tout le temps à fond. Les énergies, c'est quatre, si je prends l'exemple hein, de l'activité où on se déplace, hein, on va se promener et on peut marcher, on peut courir en petite foulée et on peut sprinter. Mais aucun de ces rythmes n'est possible à garder en tant que tel, tout seul, tout le temps, quand on est dans une entreprise. On ne peut pas être tout le temps en sprint. Quand on est en sprint, c'est qu'il y a des urgences, c'est qu'il y a des situations de crise, c'est que on doit boucler un challenge, il y a plein d'absences et qu'on doit tous être sur le front pour pallier les absences, parce qu'il y a eu une épidémie de grippe ou de je ne sais quoi, parce qu'il faut ouvrir un magasin, une usine, enfin, et que là, tout le monde met l'énergie en mode sprint sur une période très délimitée, mais qui doit avoir un début et qui doit avoir une fin. Les sprinteurs ne sont pas des coureurs de fond, ne sont pas des marcheurs et ne sont pas des promeneurs. Donc du coup, c'est important qu'on respecte. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises avec lesquelles je travaille, depuis longtemps, puisqu'on travaille plutôt dans la fidélité avec nos clients, je les vois petit à petit avoir une sorte d'orientation où ils se disent que finalement, quand on a terminé Noël, qui est une période extrêmement forte en retail, on va faire les inventaires à fond, et puis on va travailler tout de suite à fond sur les plans d'action, sur la vision, sur la stratégie, puis on va travailler tout de suite à fond sur la période des soldes, et puis on va travailler sur la préparation de la fête des mères et des pères, etc. Et quand c'est pas ça, on va faire le Black Friday. On va ramener dans le calendrier tout un tas de raisons d'être tout le temps en sprint. Ce qui fait que les équipes ne respirent plus, ne réfléchissent plus et s'épuisent. Ce qui évidemment n'est pas le but, parce qu'une équipe qui est épuisée, c'est une équipe qui ne délivre pas le bon niveau de travail. Donc c'est important d'avoir ça en tête, de se dire que le sprint, c'est pour les urgences et pour les situations de crise, que la course de fond, la petite foulée, on peut tenir assez longtemps, hein, en petite foulée, on peut tenir 40 km, 50, 60 km, donc on peut tenir un certain moment. C'est pour l'opérationnel, quotidien, sous pression, c'est toutes les tâches répétitives, rodées, quasi automatiques, sur lesquelles, effectivement, c'est un bon rythme, on n'est pas en sprint, on n'a aucune raison d'être en sprint, mais c'est un rythme qu'on peut tenir assez longtemps. Il faut aussi qu'on apprenne à marcher, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne du temps, qu'on garde du temps pour les tâches qui nécessitent de la réflexion, du calme, de la concentration. On accompagne en ce moment une équipe dans un centre hospitalier où ils sont hyper spécialisés dans une pathologie, donc du coup ils ont des patients qui viennent de l'Europe entière, et ils ont tendance à être tout le temps débordés, et ils essayaient de trouver des façons de pouvoir prendre un peu de recul, et une des façons qu'ils ont trouvées, alors que ce sont des chirurgiens et
des médecins réanesthésistes, des cardiologues, etc. Donc forcément des gens qui ne peuvent pas faire le télétravail. Hein. Et ils ont décidé de prendre une journée de télétravail, chacun par mois, pour pouvoir travailler les tâches qui nécessitent de la réflexion, du calme et de la concentration. C'est nécessaire parce qu'ils sont tout le temps à fond sinon, et que du coup, ils ne prennent aucun recul par rapport aux problématiques de planning, par rapport aux problématiques de remplacement, de fidélisation, et du coup, ne le faisant pas, ils sont tout le temps en train de boucher les trous parce qu'effectivement, les choses ne se passent pas. Et ils s'épuisent. Et puis, il faut aussi du temps pour la promenade. Et la promenade, il paraît que les grands stratèges de l'histoire ont été ou sont des grands promeneurs, des gens qui savent prendre du recul, qui savent aller marcher pour s'inspirer, pour laisser leur regard vagabonder, s'inspirer aussi de ce qui se passe autour d'eux, pour benchmarker, faire de la stratégie, anticiper, analyser, etc. Donc là aussi, si vous ne pouvez pas le faire dans l'année de manière idéale, eh ben, au moins, vous pouvez aider les équipes que vous accompagnez à définir sur son calendrier quels sont les moments de sprint, quels sont les moments où on est en course de fond, quels sont les moments où on marche, et quels sont les moments où on garde des temps pour la promenade. Là, récemment, enfin, ça date de la semaine dernière, donc du coup, je trouvais ça rigolo. Je travaille avec un codir, et à un moment donné, on a travaillé sur le fonctionnement du codir. Leur codir, c'est le même codir du 1er janvier au 31 décembre, avec les mêmes sujets, la même organisation, le même temps dédié, et ils le font au même endroit. Donc, c'est un truc qui tue la créativité, qui tue l'envie de participer au codir. Et donc, ils ont réfléchi et ils se sont définis 3 modalités de codir. Un codir hebdomadaire, lundi 9h30 par Teams. Donc là, comme c'est une journée où la plupart sont en télétravail, il n'y a pas besoin d'être en présentiel. C'est 30 minutes de partage d'infos essentielles, des infos qui créent de la valeur pour les autres, hein, parce que le partage d'informations en réunion, ça ne sert absolument à rien. Les informations, on y a accès sur tous les tableaux de bord, hein, sur tous les outils qu'on partage. Mais là, c'est vraiment 30 minutes de partage d'infos essentielles pour la semaine, celles qui peuvent créer de la valeur pour les autres. Je te dis ça parce que ça peut avoir un impact chez toi. Je te dis ça parce que, effectivement, je pense que dans ton équipe, c'est important qu'ils le sachent. Et puis 15 minutes pour adresser une ou deux urgences qui nécessitent une décision, un avis ou la recherche d'une solution en mode co-construction. Ça, c'est une fois par semaine, c'est en Teams. Une fois par mois, il faut un codir qu'on pourrait assimiler à un codir de marche, c'est-à-dire sur la base des résultats qui sont envoyés avant le codir, on regarde quelle est l'incidence des résultats mensuels sur les plans d'action, on suit les projets, on prend des décisions importantes, on a des retours sur les RH, sur le CSE, etc. Voilà. Donc ça, c'est le codir de marche. Et ils ont décidé de prendre 2 heures, 2 heures et quart, plus 3/4 d'heure, 1 heure de prolongation possible, parce que sinon, ils se sont rendus compte qu'ils mettaient trop de sujets et que du coup, ils ne pouvaient pas tous les traiter. Et enfin, 3 codirs annuels hors des murs pour travailler idéalement, un sur le fonctionnement de l'équipe, un sur la vision et la stratégie, un sur les projets importants qu'ils veulent lancer dans l'année. Voilà, on n'est pas tout à fait dans ce que j'adorerais, c'est-à-dire vraiment un codir qui fonctionne en fonction des rythmes de l'année, mais en même temps, on a déjà un codir qui va spécifier ces rythmes et donc prendre le temps, parce que ce qui me décrivait, hein, mais que beaucoup de codirs vivent, hein, c'est des codirs ordinateurs ouverts, où tout le monde est à la fois en train vaguement d'écouter, mais aussi de travailler. Et là, ils ont mesuré, hein, au travers du début du coaching d'équipe que je fais avec eux, la vertu d'un vrai moment qu'on se donne pour travailler sur des vrais sujets de fond, en dehors des murs, alors évidemment, idéalement accompagné par un coach d'équipe. Hein, c'est l'occasion de nous qu'on soit présents dans ces moments hors murs, évidemment, et présent dans 1 ou 2 ou 3 codirs mensuels qu'on va spécifier et écouter, et puis donner du feedback et les aider à voir comment ils progressent, par exemple. Voilà, ça c'était la première partie de cette présentation, qui était un peu, enfin, les deux sujets sont à la fois reliés mais pas du tout reliés. L'idée c'était de partager avec vous ce que les sportifs de haut niveau, que ce soit en coaching ou en préparation mentale, peuvent nous inspirer à nous, les coachs d'équipe, pour l'importer auprès de nos clients quand on est en train de travailler avec eux. Et donc, dans cette deuxième partie, je voudrais partager avec vous une notion, moi, qui me tient à cœur, qui est la notion de flow, la recherche du flow, s'inspirer des sportifs de haut niveau pour aller ressentir et vivre cet état de flow qui est fantastique pour tous ceux qui l'ont connu et qu'on peut aider les équipes à connaître. Qu'est-ce que c'est que le flow? Le flow, ça correspond à un état un peu magique, un état interne magique dans lequel on a un peu l'impression que, je sais pas moi,
on est en train de courir, mais d'un seul coup, on ne court plus, on est en train presque de voler au-dessus du sol. On a l'impression qu'on est infatigable, on a l'impression qu'on pourrait ne jamais s'arrêter. C'est un concept qui a été mis en lumière par un monsieur dont je vous laisse lire le nom parce que moi j'ai du mal à le prononcer, comme beaucoup, mais qui a vraiment fait des études très approfondies sur ce sujet-là et qui en est probablement celui qui en parle le mieux. C'est une expérience dite paroxystique parce qu'elle casse toutes les croyances limitantes et émotives pour donner un accès à un niveau de conscience plus large de ce qui nous entoure. Il peut se passer dans ces moments-là ce qui se passe dans une méditation assise, c'est-à-dire une ouverture de la conscience, une ouverture à un plan plus large qui permet d'accéder à un champ d'information aussi beaucoup plus large ou à des possibilités qu'on n'imaginait même pas. Et puis, c'est une expérience autotélique parce qu'elle est intrinsèquement satisfaisante. Il n'y a pas besoin de se comparer. Les grands sportifs qui vivent ça disent qu'à ce moment-là, ils ne sont plus en train de se demander s'ils sont premier, deuxième, troisième ou huitième sur la course. Ils sont en train de vivre dans l'instant présent une expérience qui est juste hors pair. Et probablement que c'est de vivre ces états-là qui est plus important pour eux que de finir premier, même si ça reste important. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh ben, alors, c'est que cet état de flow, il repose sur une préparation volontaire et intense. Il faut s'impliquer totalement dans une activité qui doit être exigeante et qui doit faire sens. Et hors de question d'essayer de toucher l'état de flow dans quelque chose qui ne ferait pas sens pour vous. Par exemple, là, c'est un grand champion de trail, enfin, le plus grand champion de trail. Si on n'aime pas le trail, c'est pas la peine de commencer à aller essayer de vivre le flow dans le trail parce que ça ne sera que effort. Ça sera effort sans qu'il y ait sens et donc sans qu'il y ait possible de ressentir un plaisir quelconque. Mais en même temps, le flow, et il faut bien le voir, c'est une sensation qui ne peut être que associée à une notion d'effort. C'est-à-dire que c'est aussi le fait de faire des efforts, donc d'avoir une intensité forte qui permet de ressentir ce flow. Alors, il est vraiment associé, ce flow, à un état de bonheur intense, une espèce de perte de repères spatio-temporels, mais il est aussi propice, et c'est ça qui est intéressant, à la résolution de problèmes. Parce que comme on a cet élargissement de la zone de conscience, qu'elle soit individuelle ou collective, alors à ce moment-là, et justement parce que le cerveau se consacre pleinement à une tâche différente et répétitive, donc on utilise toute la partie automatique du cerveau, on la concentre sur ce qu'on est en train de faire, hein, jouer taper dans la balle ou courir ou faire du vélo ou je ne sais quoi. Et du coup, ça donne la possibilité d'ouvrir la zone adaptative du cerveau et donc du coup, ça permet de résoudre plus facilement tout un tas de problèmes on n'arriverait pas à résoudre sinon. Voilà, et du coup, c'est en ça que c'est intéressant, parce qu'effectivement, si c'est juste pour l'associer à un état de bonheur intense, je ne suis pas sûr que vous arriviez à aller vendre vos coachings d'équipe juste pour cette notion-là, c'est dommage, mais je ne suis pas sûr qu'on vous achète que pour ça. Par contre, quand vous arrivez à montrer que c'est aussi un moment où les équipes vont arriver à résoudre de manière presque immédiate des problèmes complexes, là, ça peut commencer à devenir intéressant, et sans pour autant être obligé d'aller faire recours à des substances illicites. Alors, le flow, c'est une histoire d'équilibre. Pardon, je dois vous en mettre plein les oreilles, je suis vraiment désolé. Je vais couper le micro le temps de... J'ai pas dû bien respecter le rythme des saisons. J'arrive un peu fatigué avant les vacances et du coup, j'ai attrapé le premier virus qui se promenait devant moi. Une histoire d'équilibre entre une perception qui reste subjective, hein, du niveau de challenge qu'on me fixe et de mes compétences pour réussir. C'est vraiment ça qui est important. D'ailleurs, mais ça ferait l'objet d'une autre conférence. Hein. On pourrait parler, ce schéma est intéressant parce que dans l'anxiété, on va retrouver des notions de burn-out et dans la nuit, on va retrouver des notions de bore-out. Et au milieu de ça, on a le tunnel du flow. Hein. C'est-à-dire que si je ressens mon niveau de compétence comme étant très haut,
mais en face de ça, on me fait des défis qui sont très bas, alors effectivement, je vais être dans la nuit. À l'inverse, si le défi que je ressens est très haut, mais que je ressens que mes compétences sont plutôt basses, là, je rentre dans la zone d'anxiété, dans la zone qui peut mener vers le burn-out, hein, c'est-à-dire une intensité forte sur une compétence dans laquelle je ne suis pas solide. Et donc, du coup, je me mets à faire, à refaire, à revérifier, à contrôler, à recontrôler, etc. Et c'est dans ces moments-là, effectivement, qu'on se met à tourner et qu'on prend le risque du burn-out. Et au milieu de ça, il y a le tunnel du flow. Le tunnel du flow, c'est cette zone, alors surtout la partie haute, hein, évidemment, du schéma, c'est cette zone dans laquelle il y a à la fois un niveau de challenge, de défi qui est ressenti, qui est assez haut, et un niveau de compétence, des miennes de compétences ou des compétences de l'équipe, qui est ressenti comme étant assez haute. Et là, effectivement, c'est dans cette zone-là qu'on va ressentir ces effets de flow. À quoi est-ce qu'on le reconnaît? Assez facile. C'est des équipes ou des personnes qui sont complètement immergés, qui sont totalement concentrés, assez naturellement. Vous pouvez trouver ça dans des équipes de chercheurs, par exemple, qui font expérience d'unité avec ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation. Ils sont vraiment, ils sont dans l'unité avec ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une sorte de perte de conscience de soi, donc une sorte de disparition de l'ego. On n'est pas en train de se voir en train de faire le truc. On est pris dans la bulle. On maîtrise complètement la situation, on a une perception altérée du temps, hein, je le disais, on a l'impression que ça pourrait ne jamais s'arrêter. Des fois, on a l'impression que ça a duré très peu de temps alors que ça a duré très longtemps. Et puis, il y a un fort ressenti de plaisir. Voilà, ça c'est ce qu'on reconnaît, c'est comme ça qu'on reconnaît que quelqu'un est dans l'état de flow ou qu'une équipe est dans l'état de flow. Et le fonctionnement du cerveau pendant cette période-là, pendant le flow, ben, ça active profondément le système nerveux central, ça réduit l'activité du cortex préfrontal, donc ça permet justement d'avoir cette espèce d'élargissement et de créativité beaucoup plus forte. Ça active les régions du cerveau qui sont liées à la motivation et à la récompense, donc du coup on est vraiment dans une logique de je suis motivé et j'en prends et je jouis de la situation. Réduction de la perception du temps, on l'a déjà dit, et augmentation de la cohérence cérébrale, c'est-à-dire vraiment les différentes zones du cerveau qui vont être bien alignées et qui vont permettre de trouver les meilleures solutions dans un délai très court. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être que le flow collectif? Alors, c'est plus difficile à voir que dans le flow individuel, effectivement, hein, c'est dans le flow, beaucoup de sportifs en parlent comme étant uniquement quelque chose d'individuel. On peut trouver quelques bouquins, quelques études qui parlent du flow dans le collectif. C'est moins fréquent parce qu'effectivement, je pense que les conditions de réussite sont beaucoup plus complexes. Parce que du coup, c'est les mêmes, mais c'est les mêmes pour l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est quelque part, ça serait une équipe qui est 100% engagée dans un but qui est commun, clair et inspirant, c'est-à-dire quelque chose qui fait sens, qui est clair, on sait où on va et c'est commun, partagé, etc. On l'a co-construit. C'est une équipe qui est capable de faire preuve de concentration, d'être fluide, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de tension inutile, ce qui veut donc dire qu'il y a régulation permanente dans ces équipes-là. Il y a quelques super équipes qu'on voit fonctionner comme ça. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de tension inutile, il faut qu'il y ait régulation permanente. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a besoin d'aborder un sujet, sans concession, on l'aborde. C'est une équipe qui ressent un juste équilibre entre l'effort et l'aisance. Hein, donc cette notion d'équilibre, aisance dans ma compétence et niveau d'effort qui m'est donné. C'est une équipe qui est autorégulée, qui est capable de s'ajuster, qui est capable de se faire des feedbacks fluides, qui est capable de prendre des responsabilités de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on fait éclater la notion de territoire, la notion d'organigramme, c'est-à-dire que celui qui est le mieux placé pour prendre la responsabilité, bah, c'est lui qui la prend de manière spontanée. Et puis, c'est des équipes qui savent faire émerger des idées, des solutions inattendues dans l'instant présent. Il y a un problème et elles se réunissent et paf, la solution sort. Avec une joie vraiment palpable de travailler ensemble. Moi, c'est un plaisir que j'ai et que je ressens régulièrement avec mon associé Paul Deveau. C'est qu'on a deux modalités de créativité qui sont très différentes et très complémentaires, ce qui fait que quand on doit travailler sur de l'invention, tous les deux, ça va extrêmement vite. Je ne sais pas pourquoi, ça fuse. Il y en a un ou deux qui va lancer un truc et puis ça va construire, mais à une vitesse qui est assez impressionnante. Et là, vraiment, et souvent on est au téléphone, hein, chacun de notre côté, et il y a vraiment une notion de flow qu'on approche à deux, dans cette capacité de se compléter, de s'écouter, de savoir, on parlait de disparition de l'ego, c'est-à-dire de ne pas être dans la lutte, de savoir qui a raison, quelle est l'idée, la plupart du temps, on serait incapable de dire qui a eu le début de l'idée, mais on s'en fout. Voilà, donc c'est effectivement, mais ça nécessite beaucoup de pratique, beaucoup de régulation, beaucoup
confrontation au sein de ces équipes. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut créer les conditions d'un flow collectif pour nous qui sommes des coachs? Eh ben, déjà, il faut s'assurer que l'équipe qu'on est en train d'accompagner, elle a un défi à la fois stimulant et partagé. Ni trop faible, sinon il y a risque d'inertie, ni trop fort, parce que sinon il y a risque de surcharge et d'anxiété. La deuxième condition, c'est qu'il y ait des compétences collectives qui soient mobilisables. On l'a dit, c'est un juste rapport entre un défi stimulant et des compétences qui sont au bon niveau. Donc, il faut qu'il y ait clarté des rôles et des processus. S'il n'y a pas ça, c'est un basique. Mais du coup, chacun est en train de se demander sur quoi il est, quelle est sa contribution, quelle est sa responsabilité au sein de l'équipe. Il faut qu'il y ait une belle qualité relationnelle, un très bon niveau de confiance, et ça se travaille, ça s'échange. Il y a des tas d'exercices qu'on fait en coaching d'équipe qui permettent ça. Il faut s'écouter mutuellement, il faut arriver à se réguler sans qu'on ait pour autant besoin que le chef soit obligé d'intervenir. Et on l'a déjà dit, il faut qu'il y ait des feedbacks réguliers, explicites et sans concession. Mais pour qu'ils soient sans concession, en fait, il faut que ça se travaille. Il est évident que si on n'a pas un immense niveau de confiance dans les autres personnes de l'équipe, alors on ne peut pas se faire des feedbacks sans concession. Sinon, derrière le feedback, on est toujours en train de chercher ce qui pourrait être du non-dit. Et ce qui pourrait être malsain dans le feedback qui m'est donné. Voilà, donc ça c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est de bâtir avec eux des rituels structurants et des rituels qui soient le plus spontanés possible. Dans ces équipes-là, moi j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quelques-unes, les réunions doivent être extrêmement courtes et rythmées. Et il faut laisser la place aux deux autres points. Les points de synchronisation spontanée, c'est-à-dire problème, rassemblement, solution. Il y a un problème, on se rassemble, on trouve une solution. Et les check-ins émotionnels, c'est-à-dire la possibilité à 2, à 3 claques d'aller se créer quelque chose d'un peu émotionnel, si possible positif. On a souvent parlé dans nos conférences des vertus de la pédagogie positive. Mais un regard positif très exigeant, c'est-à-dire cette capacité de dire, là j'ai observé ce truc-là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire qui était en train de se passer juste à ce moment-là, et on se donne cette autorisation de pouvoir aller se dire de manière émotionnelle ce qu'on a vécu à ce moment-là, dans cet instant-là, par rapport à ce sujet-là. Et enfin, le leadership est réparti de façon naturelle. Chacun prend les initiatives en fonction de ses talents, et chaque leader facilite le cadre sur ce sujet-là, mais lâche sur le reste. Et voilà, donc on pourrait dire que le travail d'un coach qui voudrait accompagner une équipe dans l'expérience de flow collectif, ça serait de mettre en œuvre ces 4 points. Travailler sur le défi, travailler sur les compétences mobilisables, travailler sur des rituels structurants extrêmement courts, variés, rythmés, spontanés dans la mesure du possible, et travailler sur cette notion de leadership et de gouvernabilité, puisque c'est une notion qui est associée avec cette notion de prendre des initiatives en fonction des talents, c'est aussi que les autres acceptent ça. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la gouvernabilité. Voilà. Voilà de quoi fabriquer, peut-être, accompagner des équipes vers le fait de vivre des moments d'une intensité rare. Et là, je peux vous dire qu'une fois que vous avez réussi ça, vous êtes leur coach, probablement pour longtemps. En coaching d'équipe, on peut donc du coup aider l'équipe à se situer dans le schéma du flow collectif. Est-ce que vous êtes plus dans l'apathie, dans la tension, dans la fluidité, dans le flow? On peut les aider à identifier ce qui manque pour atteindre l'équilibre des règles du jeu, la vision, la confiance, les compétences, et du coup on pourra le travailler. On va les aider, comme je l'ai déjà dit, là je crois que je me répète un peu, à co-construire des rituels et à les ajuster pour favoriser le passage dans la zone de flow. Et enfin, à créer des temps de modélisation pour repérer les conditions qui ont permis au flow d'émerger. C'est une sorte d'ad vitam du flow. C'est ça qui va permettre de les reproduire. Le flow, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, il y a 2-3 ans, essentiellement pour moi, dans ma pratique sportive, je me suis rendu compte que c'était un truc un peu magique dans la sensation, mais pas du tout magique dans la façon de l'atteindre. C'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler, c'est quelque chose qu'on peut se donner les moyens de vivre une expérience de flow en individuel dans son sport, et donc on peut se donner les moyens de vivre une expérience de flow en collectif, en équipe, dans l'entreprise. Et du coup, c'est à ça que va servir le coach d'équipe, et donc tant mieux, parce que ça va lui permettre de vendre de belles missions. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou sur nos formations, on vous propose
de prendre rendez-vous. Pour ça, il suffit de cliquer sur le joli bouton rouge qui est en haut de votre écran, prendre rendez-vous, cliquez ici, et puis vous tombez sur un calendrier, vous sélectionnez une date. Alors, il est possible qu'il n'y ait pas de date sélectionnable parce qu'on est à la veille des vacances. Il en reste peut-être quelques créneaux, mais ça va être probablement à notre retour de vacances que ça sera sélectionnable. Mais vous aussi, j'imagine que vous allez partir en vacances et respecter vos propres rythmes. Et puis, voilà, notre école, c'est une école essentiellement centrée sur le coaching d'équipe, où on essaye de faire en sorte que vous puissiez vous entraîner pour ancrer des réflexes solides. Hein. Donc, c'est essentiellement du training qu'on fait. Tout est enregistré, tous les apports sont enregistrés et disponibles sur la plateforme e-learning. Et donc, on est vraiment dans une logique de training. C'est une formation qui apprend... Ah, ça recommence. Finalement, ça n'a pas été si pire que ça. Qui apprend à s'adapter au vivant. Hein. Vous voyez, on parle beaucoup du vivant parce que pour nous, c'est nous sommes dans le vivant. On l'oublie parfois, hein, les hommes et les femmes l'oublient beaucoup même, je pense. Mais nous sommes dans le vivant, nous faisons partie du vivant. Et donc, du coup, le coaching d'équipe qui travaille avec les êtres humains et avec les collectifs doit s'adapter au vivant. D'où les énergies hein, dont on parle régulièrement ici, les 4 énergies, terre, eau, air, feu, d'où les 4 saisons, d'où tout ce qui peut être lié au rythme personnel, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose de central, et notre méthode s'appelle le coaching de l'énergie, coaching de la vitalité, coaching de la présence, coaching de la joie, coaching de la liberté. C'est vraiment des notions qu'on travaille de manière très spécifique dans nos méthodes. Et puis, c'est aussi une approche qui encourage la créativité pour sortir des sentiers battus. Comme vous l'aurez peut-être remarqué aujourd'hui, on va essayer de faire des choses un peu originales de temps en temps parce qu'il faut trouver sa marque de fabrique dans ce métier qui est de plus en plus recherché et il faut absolument qu'on sache se différencier. Et enfin, c'est un dispositif qui est très orienté résultat. Nous, ce qui compte, c'est que les gens qui sont formés chez nous, ils fassent du coaching d'équipe, ils gagnent leur vie en faisant du coaching d'équipe et donc du coup, on est vraiment très centré là-dessus. Voilà, on a 4 formats. Une formation de 4 jours sur les fondamentaux au coaching d'équipe, un cycle expert où là, vous sortez avec toute la boîte à outils, vous avez travaillé votre posture, vous êtes entraîné et vous êtes prêt pour y aller soit en distanciel, soit en présentiel. Et enfin, il y a, pour ceux qui sont déjà formés, une formation de perfectionnement à la posture spécifique liée au coaching de l'énergie. C'est une formation de 4 jours pour les gens qui ont envie d'aller plus loin. Voilà, et puis bah, écoutez, si vous avez envie d'en savoir plus, soit sur ce sujet, soit d'échanger sur votre projet, soit d'en savoir plus sur nos formations, bah, vous avez 2 moyens. Vous nous envoyez un mail à cette adresse, ou vous prenez rendez-vous en cliquant sur le bouton d'en haut, ou vous faites une photo du QR code et ça doit vous amener, je ne sais plus sur quoi, je crois sur la prise de rendez-vous, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas vérifié en faisant un copier-coller. Voilà, bah, écoutez, contrat rempli, 12h12, on a même 3 minutes d'avance sur l'horaire, mais c'est normal, on est en été, donc il faut faire les choses de manière plus courte et condensée, parce qu'il fait chaud. Quoique aujourd'hui, pas trop en fait, mais moi je suis à Lyon et il fait plutôt une belle température. Merci de votre présence, et puis bah, écoutez, à bientôt, de parler de ça avec vous d'une manière ou d'une autre, et passez un bel été. Parce que ouais, je vais essayer de me rétablir. Merci de votre attention. Bonne journée à tous, au revoir.